Salut, je m'appelle Julie et je suis une dépendante. Je suis la fondatrice et l'unique experte de la méthode ACAM. Passionnée par le genre humain, j'aide les gens à s'observer et à s'analyser dans leur comportement quotidien. Grâce à la méthode ACAM, je peux t'aider à retrouver une vie à la hauteur de tes ambitions. Voici les ingrédients qui ont le pouvoir concret de métamorphoser ta vie. Accepte, change, aime et maintiens. Il n'y a qu'une seule condition, avoir la foi. La foi qu'une vie meilleure est à ta disposition. Sois le créateur de cette vie merveilleuse, un jour à la fois. Je suis là pour toi et je t'accompagne pas à pas dans ton ascension vers la vie que tu désires. Tu veux ce que tu n'as jamais eu? Fais ce que tu n'as jamais fait. Il faut que je te dise tout de suite en commençant que je trouve ça un petit peu, ça me rend émotive ce que je suis en train de faire. Et je pense que ça sera pas comme ça quand les émissions, quand les quotidiennes ou je sais pas à quelle fréquence on va faire ça encore là, mais je pense que ça sera pas la même émotion pour moi. Cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression de me déballer. Et puis, tu sauras bien certainement que je te déballe toute mon histoire d'un trait comme ça. Ça se peut qu'il y ait des erreurs de vocabulaire, ça se peut que je me trompe, ça se peut que j'arrête en cours de route pour prendre une gorgée, mais j'arrêterai pas l'enregistrement. Je vais essayer de faire des balados quand je commence. Je finis et je ne pèse pas sur pause ou j'essaye de pas effacer rien. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que ce que je suis en train de faire par balado, si je me ferme les yeux et que j'imagine une référence du passé, eh bien, c'est comme si j'étais en train de donner une conférence devant des dépendants. Et puis, quand tu es assis devant une salle pleine de dépendants et que tu commences à parler, puis que tu as 40, 43, 45 minutes, c'est pas, tu comprends, t'arrêtes pas. Les émotions viennent et puis c'est comme ça. Donc, alors, commençons maintenant par moi. Tu sais, moi, je suis un modèle 72, hein, ça va tout te dire, fais le calcul. Et puis, on va commencer tout de suite en te disant que moi, là, avant 5-6 ans, j'ai pas de souvenir de ça. Je m'en rappelle pas. Bon, pour moi, là, mon enfance, ça commence à la première année au primaire. Mais, et puis j'ai une petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. Alors moi, je me rappelle pas quand ma sœur était pas là. Sauf que ce que je peux te dire, par exemple, c'est que, tu sais, moi, j'ai toujours eu une très belle relation avec mes parents, malgré tout. Et aujourd'hui, avec le rétablissement, avec le mode de vie et tout ça, j'ai pu parler de sujets avec mes parents d'adulte à adulte. Hein? Alors, tu sais, mes parents, je t'ai dit, mes parents, c'était des peace and love. Mais mes parents, ils consommaient de la drogue. Puis moi, dans le temps, c'était les amphétamines. Et puis, moi, je me rappelle, là, tout bonnement comme ça, que mon père puis ma mère me disent au cours d'un souper... oui, hey Michel, tu t'en rappelles-tu la fois que Michel, c'est ma mère? Hey Michel, tu t'en rappelles-tu? Ben oui, Julie, la fois, on avait monté à Capcha en Gaspésie chez ma mère, dans le village d'origine où ma mère était. Ces amphétamines, là, on avait emmené la petite, puis on avait monté là sur une trail en pleine tempête de neige, puis bon, tu sais, on avait monté là en temps d'heure, puis OK. Tu sais, moi, faut croire que j'ai survécu à ça, et puis je m'en suis pas si mal sortie. L'important, c'est de voir mon noyau familial. Moi, j'ai vraiment grandi dans une famille où est-ce que l'amour régnait. J'ai grandi dans une famille où, quand je regarde aujourd'hui ce dont j'avais comme environnement, c'est un peu l'idéal pour moi que j'ai d'une famille. Je me souviens pas avoir souffert de mauvais traitements de mon père ni de ma mère, tu sais, non. Il y a eu, c'était notre histoire. Et puis, tu sais, je vais te parler un peu de ma mère. Ma mère, moi, elle était blonde comme moi. Elle avait les cheveux dans le milieu du dos. Elle était super bien faite. Et puis, elle avait le dos droit comme une barre. Elle était fière. C'était une femme qui venait nous chercher à l'école. Elle nous attendait à l'autobus. Hein. Quand moi, je descendais de l'autobus, là, quand je prenais l'autobus jaune, je me rappelle très bien
que ma maman est là, elle m'attend. On rentre à la maison, ça sent le bon souper, la collation, hein, les tartines de beurre de pinot avec la confiture sont sur le coin. Bon, tu sais, ma mère, moi, c'est comme ça. C'est la mère qui fait rouler toute la maison. C'est bon, comme ça. Et sauf que j'ai développé beaucoup plus de liens avec mon père. Moi, j'étais plutôt la petite fille à papa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Autant que ma sœur a développé des liens exceptionnels avec ma mère. Moi, c'est pas que je m'entendais pas bien avec ma mère. Au contraire, là, écoute, on a vécu des moments ensemble jusqu'à la fin, tu sais, vraiment, vraiment très beau. Mais quand j'étais jeune, ben j'étais la petite fille à papa. Et puis là, ben mon père, tu sais, mon père, je vais te le faire découvrir bientôt dans les balados. Mon père, aujourd'hui, a 80 ans et puis c'est de loin l'être le plus spirituel, le plus philosophe, le plus groundé sur la vérité des vraies valeurs que je connaisse. Et c'est mon père aujourd'hui, c'est mon confident, c'est celui à qui je peux absolument tout confier. Alors là, je vais te parler de mon père quand j'étais enfant, mais il faut que tu gardes en tête qu'aujourd'hui, ben tu sais, c'est une très belle relation. Mon père, quand j'étais jeune, moi, il tripait ses champignons, la mycologie, les champignons sauvages dans la nature. Aujourd'hui, c'est rendu la mode avec le confinement. Tant mieux, les gens se sont intéressés à la nature. Il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui rentrent dans la forêt, qui observent comment ça pousse et tout ça. Bon, moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi avec un père et une mère qui nous emmenaient à tous les fins de semaine ou à chaque fois qu'il y avait une occasion dans la nature. Et là, quand je te parle d'aller dans la nature, je te parle pas d'aller au centre de la nature de Laval, là, au parc de la nature de Laval. Tu sais, moi, la forêt que je te parle, il y a pas de gazon. Hein? Ça résume tout. Alors, c'est ça, faire des feux dans le bois, faire cuire des saucisses, et ça, n'importe quelle saison. Mon père, il m'a montré comment ça pousse, la nature, comment qu'on fait un feu dans la neige, l'hiver, comment on bûche du bois. Mon père, la nature, puis il m'a transmis ça, évidemment, l'étude des champignons sauvages. Mon père, c'est lui qui a fondé le club de mycologie de la Mauricie dans le temps. Et moi, j'ai plein de souvenirs de ça. On appelait ça, nous autres, les sorties de champignons. Hein? C'était une sortie de champignons. Ma mère puis mon père géraient ce club-là. Et puis, il y avait peut-être, mettons, une sortie aux 3 semaines ou une sortie par mois l'été. Ça coûtait 3 fois rien. Le principe était qu'on se réunissait à l'église du village où on allait cueillir des champignons et puis les gens se rendaient sur place et de là, mon père nous emmenait à une forêt qu'il avait découvert avant en faisant une recherche ou bon. Alors, ben c'est ça. Moi, les sorties de champignons, c'était comme ça. On arrivait là, il y avait d'autres enfants, c'était le fun. Nous autres, les enfants, on rentrait dans le bois. Tu sais, des enfants dans le bois, ça fait des cabanes, ça joue avec des branches. Tu sais, moi, mon père, il m'a laissé faire des choses, mais il nous surveillait puis il nous enseignait. Alors pour moi, les sorties de champignons, c'était toujours comme ça parce que ça se passait comme le matin. On allait ramasser, tout le monde partait en forêt et puis vers l'heure du dîner, il y avait comme un genre de rassemblement où mon père identifiait tous les champignons et puis après ça, ben il y avait un pique-nique. Et là, c'était le pique-nique familial. Tout le monde emmenait quelque chose, tout le monde s'assoyait. Puis, tu sais, quand je te dis que tout le monde s'assoyait, là, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de gazon, hein. Alors, c'est ça qui était le fun. C'était que on était peut-être, je sais pas, je dirais peut-être une trentaine, en tout cas 25-30 sur personnes qui étaient là, qui devaient se trouver une petite place un peu partout dans la forêt, tu sais, assis sur des bûches avec la nappe. Et au fur et à mesure que ça a évolué, ça, les gens aimaient ça. Et les gens ont surtout tissé des liens entre eux. Alors moi, j'ai d'excellents souvenirs de cette partie-là de ma vie parce que c'était comme ça, c'était du plaisir. Les adultes qui nous entouraient étaient super le fun. Évidemment, on n'avait pas conscience
que quand le party finissait vers 3h30, 4h de l'après-midi, ben moi je le savais pas que mon père il était en état d'ébriété puis qu'il nous ramenait à la maison. Puis moi c'est déjà arrivé que mon père il soit tellement en état d'ébriété qu'une fois il arrête sur le bord de la route pour rentrer dans le bois. Puis là ma mère elle nous dit que mon père il va chercher des champignons, mais tu sais écoute, on entend mon père il est malade, mais jamais on a eu peur, jamais on a, tu sais, pour nous autres. Et puis là, remets-toi dans ce temps-là, tu sais, du monde qui conduisait en état d'ébriété. Là, je veux dire, moi, au club de mycologie, je me souviens pas d'avoir quelqu'un qui disait pas refuser quelque chose parce qu'il fallait qu'il conduise ou quoi que ce soit. C'était comme ça, c'était comme ça. Aujourd'hui, je te dis ça parce que ça fait partie de ma réalité. Mon père, qui était vétérinaire, travaillait pour le gouvernement une partie de sa vie et puis il a décidé un jour de faire une clinique vétérinaire, de repartir à son compte et d'être vétérinaire dans sa clinique à Trois-Rivières, dans notre maison privée. Il a pris l'espace du garage, qui était un garage intérieur, là. Il a pris l'espace du garage puis une partie du sous-sol pour faire la clinique vétérinaire. Alors, moi, j'ai grandi là-dedans. Moi, j'ai grandi avec une clinique vétérinaire à côté de la maison. J'étais la fille du vétérinaire sur le coin de la rue Papineau-des-Cyprès, dans la ville de Trois-Rivières. Et puis, moi, j'ouvrais des animaux, là. J'ai grandi là-dedans. Moi, j'ouvrais la porte du sous-sol et puis j'arrivais dans la salle d'opération. Hein? Alors, moi, des opérations, là, des chats couchés sur le dos, la bedaine tout grande ouverte, j'ai déjà vu ça. Mon cousin, j'ai un de mes cousins qui est vétérinaire, je me rappelle, mon père a un frère qui est cultivateur, puis on allait à la ferme à tous les fins de semaine. Puis quand on arrivait là, nous autres, on pouvait partir, moi puis mes amis, aller jouer dans le foin, puis on se promenait au travail des vaches, puis on prenait des tracteurs, puis écoute, on faisait des affaires. Aujourd'hui, je te parle de ça, puis je me dis, mon Dieu, tu sais, mais il n'est rien arrivé. Puis quand il est arrivé quelque chose, là, tabarouette, on s'est arrangé pour que nos parents le sachent pas, parce qu'on savait bien qu'on n'aurait plus le droit de faire ça, tu sais. Fait que, on allait à la ferme, puis moi, des animaux, j'ai toujours grandi là-dedans. Mon cousin, il étudiait comme vétérinaire, puis moi, je me rappelle, à un moment donné, tu sais, il avait le droit, là, il a fait une opération. En tout cas, moi, j'ai assisté à ça, une opération sur une des vaches laitières de mon oncle. Bon, mon cousin, il fait une opération. Mais là, tu sais, la vache, elle est debout, à mastic, là, tu sais, elle regarde comme si de rien n'était. Puis lui, là, il m'explique, parce que moi, ça m'intéresse, ces affaires-là. Moi, je suis à côté, là, je suis tout petite, là. Puis en plus, moi, ce cousin-là, je le trouve beau. Fait que, tu sais, j'écoute qu'est-ce qu'il dit. Puis là, il m'explique, là, que là, il a gelé juste la colonne vertébrale. Puis là, écoute, il rouvre une partie de l'abdomen de la vache, puis là, il installe tout ça, puis il se met un grand gant jusqu'à l'épaule, puis il se rentre le bras là-dedans. Moi, je la regarde, là, je veux dire, tu sais, je suis vraiment, j'avais assisté à des accouchements avec des veaux, bon, mais là, voir ça, bon, et mon cousin m'a dit gentiment, Julie, essaye-les, tu vas voir. Puis moi, je me rappelle pas quel âge que j'avais, honnêtement, mais j'étais au primaire, j'étais franchement jeune. Il m'a mis un gant, il m'a tenu dans ses bras, puis j'ai rentré mon bras à l'intérieur de la vache, puis j'ai fouillé, puis il m'a dirigé vers la vessie, puis on y a fait faire pipi, tu sais. Moi, c'est des souvenirs comme ça que j'ai de mon enfance, c'est le fun, tu sais. Il y en a pas de problème, puis on fait des affaires on fait toujours quelque chose. Nous autres, les enfants, on s'ennuie pas. Moi, écouter la télévision, là, à part écouter Passe-Partout, puis encore, là, tu sais, les bonhommes du samedi matin, puis la lutte du dimanche, ça, j'aimais bien ça, là. Puis, mais tu sais, c'est ça, je veux dire, nous autres, on faisait toujours de l'activité, c'était même pas une option, là. Mon père, à un moment donné, ah oui, j'ai oublié de te dire, il y a eu des ruches. Quand il travaillait pour le gouvernement, à un moment donné, l'a mis vétérinaire responsable de l'apiculture. Alors, mon père, n'ayant pas d'expérience concrète dans les ruches, il s'est acheté 12 ruches. Ouais, 12 ruches. Des ruches, là, des ruches d'abeilles. Imagine des boîtes blanches, là, 12. Et puis, je me rappelle encore, comme si c'était hier. On n'avait pas la clinique à la maison dans ce temps-là. Je t'ai dit, il travaillait pour le gouvernement. Mais moi, là, j'ai un souvenir concret. Mon père, dans ce temps-là, il a une Volvo familiale.
OK? Elle est grosse, là. Il y a de la place pour se coucher sur le long là-dedans. En arrière, là, les pieds ne touchent pas ni en avant ni en arrière. Mon père recule la voiture et il rentre la voiture dans le garage. Il ferme la porte et là, il y a 12 boîtes de ruches à l'intérieur de ça. Quand, à un moment donné, on s'est rendu compte, et là, il rouvre les portes de la voiture, évidemment, là, c'était juste pour la nuit, OK? On comprend le principe que le lendemain matin, il allait les déposer dans le verger où on avait prévu. Mais moi, j'ai un souvenir, là, à ce moment-là, là, que moi, ça m'intéresse, tu sais. Moi, j'ouvre la porte du garage, là, dans la maison, là, j'ouvre la porte du garage, puis je veux voir, tu sais, ou bien je vais par en bas, puis moi, je désobéis à mes parents. Moi, je veux voir qu'est-ce qui se passe dans le garage, même quand il fait noir. Puis, à un moment donné, ben là, les abeilles ont rentré dans la maison. Il y avait des abeilles partout dans la maison. Puis moi, ma mère et ma sœur ont vraiment peur de ça. Tu sais, ils ont peur. Alors, mon souvenir, c'est que mon père, ben calme, il avait dit « Calmez-vous ». On avait tout fermé les lumières dans la maison et on avait ouvert les portes de garage, les portes d'en haut, les portes d'en bas, bref. Quand les lumières étaient éteintes et que la noirceur avait pris le dessus, toutes les petites abeilles avaient rentré sagement, chacune, dans leurs petites ruches respectives, puis tout. Puis ça, là, ça m'avait tellement marqué quand j'étais petite, là, que c'est là que je m'étais vraiment intéressée à l'apiculture. Je m'étais dit, puis je me rappelle, j'étais jeune, là, je m'étais dit, ben voyons donc, comment ça qu'une petite abeille comme ça, elle arrive dans ma maison, elle est dans ma chambre à coucher, puis là, à cause qu'il commence à faire noir, elle s'en retourne, elle reconnaît son chemin. Je t'ai dit, ça m'intéressait des choses comme ça, même jeune. Alors, ben moi, quand mon père a appris l'apiculture, ben je l'ai suivi là-dedans. Puis en plus, ben regarde, ça faisait un peu mon affaire parce que je t'ai dit que j'étais la petite fille à papa, mais la petite fille à papa, elle passait plus de temps. Fait que moi, les ruches, là, j'aimais assez ça, aller là. Quand j'allais là avec mon père, tu sais, lui, il en avait 12 à ouvrir, là. Mais le temps, moi, c'est bien beau, là. On restait avec une, avec deux, bon. Puis je me souviens pas de m'être fait piquer par une abeille. J'ai des souvenirs d'aller aux ruches avec mon père, de me mettre juste le chapeau. Juste le chapeau. Je suis petite, là. Je te dis, j'ai peut-être, je sais pas, moi, 7-8 ans. Et je suis en costume de bain. Mon père rouvre des ruches. Et il y a à peu près 50 000 abeilles dans une ruche. Ça me bourdonne en entour de la tête. Et pendant que mon père fait ça, il arrête pas de me parler. Puis il me parle lentement. Puis il parle à ses abeilles. Puis il boucane ses abeilles. Puis il en prend soin. Puis il m'explique comment respecter la ruche, comment avertir au début, hein, les faux bourdons, les petits soldats à la porte, comment les avertir qu'on va bientôt ouvrir, le protocole pour rentrer dans une ruche sans se faire agresser. Parce que il m'expliquait que une abeille, c'est hyper intelligent. Elle ne pique pas si elle ne se sent pas en état de danger, de mort. Alors bon, mon père, à cette époque-là, m'a appris le self-control. Moi, je suis une orgueilleuse et puis quand je décide d'entreprendre un projet, si j'ai un bon guide, si j'ai 100% confiance en mon guide, puis qui me dit que quand même que j'ai 25 000 abeilles qui me bourdonnent en entour de la tête, s'il me dit de prendre un cadre et de le regarder et de trouver la reine dans la ruche, ben moi, jeune, je suis capable d'ouvrir une ruche, de prendre les cadres et de trouver la reine. Et aujourd'hui, je pourrais te le dire facilement parce que les reines dans une ruche, ils ont un piton de couleur. Ça te dit l'année que l'abeille, que la reine, elle est là. Parce que, tu sais, la reine est là pour pondre des bébés, hein. Fait qu'elle a comme une date de péremption, la vieille, tu sais, pauvre petite, elle le sait pas, mais bon, c'est comme ça. Mais tu comprends un peu dans quel genre d'environnement j'ai grandi. C'était comme ça, c'était doux, c'était pas compliqué. On allait à l'école, puis après l'école, ben, c'était les activités. On allait dehors, on faisait du vélo. Moi, j'ai passé mon enfance à faire du ski alpin. On allait nager à la piscine, on allait sauter sur les tremplins. J'ai passé mon
mon enfance dans les camps de vacances à tous les étés. J'étais dans les scouts, j'étais dans les Jeannettes dans ce temps-là, on appelait ça comme ça. Écoute, j'ai eu du plaisir à faire ça. Je veux dire, tu sais, moi, mon école au primaire, là, c'est pas bien compliqué, tu sais. Je vais te dire, en première année, je suis arrivée dans une école privée qui était à peu près à 20 minutes de chez moi. Donc, j'étais toute seule dans mon quartier avec mes amis de quartier que j'avais grandi puis tout. Non, moi, je m'en allais dans une école privée et puis qui s'appelait Val-Marie. Et puis à cette époque-là, ben c'était des sœurs qui s'occupaient de ça. Bon, alors moi, je me ramasse là en première année et c'est là que rentre la musique dans ma vie. Le père de ma mère, mon grand-père paternel, qui habite à Capcha, en Gaspésie, fait des violons. Et puis, il fait des bons violons. Il y a des violonistes d'orchestre symphonique qui jouent avec les violons de mon grand-père encore aujourd'hui. Alors, bon, moi, mon père, à cette époque-là, là, il décide que sa fille, ça devient une violoniste. Hein? Tu sais, un petit gars, là, que son père, il décide qu'il devient un joueur de hockey, ben moi, mon père, à cette époque-là, il a décidé que je deviendrais une violoniste. Donc, ben j'ai un petit violon. Je me ramasse à la première année au primaire à Val-Marie et j'apprends à jouer du violon. J'ai appris à jouer du violon assez rapidement. Premièrement, j'étais douée. Deuxièmement, je voulais faire plaisir à mon père. Qu'est-ce que j'aurais pas fait pour faire plaisir à mon père? Alors, moi, je suis disciplinée. Ça veut dire que, ben, tu sais, il faut pratiquer le violon une demi-heure à tous les jours. Ben, moi, je le rentre dans ma routine, puis j'ai pas le choix. Puis ma mère, elle m'oblige à faire respecter ça. Puis, tu sais, du violon, tu l'entends. Ma mère était pas obligée d'être à côté de moi dans ma chambre à coucher pour savoir si je pratiquais. Hein? Puis en première, puis en deuxième, puis en troisième année, des morceaux que t'as, ta mère, elle les apprend assez vite. Fait que, tu sais, si t'es supposé les jouer correctement dans 4 jours, ben, tu sais, ma mère, elle faisait la job. Fait que moi, j'ai pratiqué mon violon souvent. Moi, Val-Marie, là, mon école au primaire, là, de première à quatrième année, j'ai pas trippé pantoute. Je me rappelle pas d'avoir des amis, d'avoir des souvenirs positifs de là. Ce que je me rappelle, c'est que j'étais tout le temps toute seule. Il y avait personne qui voulait jouer avec moi. J'essayais de quêter l'amitié des autres filles ou des, tu sais, qui étaient un peu rejet comme moi, mais tu sais, ça marchait pas. Moi, j'étais pas sportive, j'étais pas hot. Puis ça, à cette école-là, c'était toute une gang de petits riches qui avaient vécu ensemble dans leur quartier, c'était des amis, pas qu'ils étaient méchants, mais on n'était pas du même quartier, on n'avait pas bon. Puis moi, j'ai pas fité avec eux autres. Fait que j'ai pas eu de fun. Puis le violon, ben, je l'ai appris, puis j'étais bonne. Sauf que, tu sais, c'est arrivé souvent que j'ai été victime d'injustice parce que, moi, au primaire, ils faisaient tout passer sur mon dos. Puis les professeurs, ben, tu sais, c'est moi qui chicanais. Puis ils m'écoutaient pas quand j'essayais de dire la vérité. Tu sais, tais-toi, puis c'était une punitence. Puis les punitences que j'ai eues quand j'étais jeune, aujourd'hui, je trouve qu'elles étaient complètement disproportionnées parce que j'avais, exemple, un spectacle de fin d'année et puis pour une niaiserie, ben tu sais, j'ai été bannie du spectacle de fin d'année au complet. Tu sais, pas une petite punition là, c'est comme au complet. Moi, quand j'étais jeune, ben tu sais, ça m'a fait suer un peu. Sauf que le violon, ben j'étais bonne. Alors vu que j'étais bonne, ben mon père, vu qu'il voulait que je sois une violoniste, hein, je te l'ai dit. Ben qu'est-ce que tu penses qu'il a fait mon père? Ou tu peux apprendre le violon pour faire une carrière et puis que ça soit vraiment comme wow. Ben c'est au conservatoire de musique. Alors j'ai été admise au conservatoire de musique à Trois-Rivières en violon. Je crois que j'étais en quatrième ou en cinquième année à peu près, ou en quatrième, je le sais pas, mais c'est à peu près à la même époque où j'ai changé d'école parce que mes parents, à un moment donné, ils se sont rendus compte que j'étais en train de tomber malade. J'avais toujours mal au ventre. L'autobus jaune venait me chercher le matin, puis je me sauvais, je me cachais dans les arbres pour qu'elle parte, puis tu sais, je voulais pas aller à l'école, ça allait pas bien. Puis un jour, ma mère s'en est aperçue et elle a pris les mesures, j'ai terminé l'année, et l'année d'ensuite, j'ai pu être admise à l'école de mon quartier.
Mais là, quand je suis arrivée là, à l'école de mon quartier, premièrement, j'ai réalisé que j'avais un gros retard scolaire. J'étais pas capable d'écrire en lettres attachées. Alors là, premièrement, j'ai fait rire de moi. Parce que c'est sûr que cette petite gang-là, eux autres, là, ils ont évolué sans moi. Là. Moi, j'arrive là-dedans, je suis redevenue l'intrus. OK? Et là, pas que je suis rejet, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi, à part mon ami qui habitait en avant de chez moi, qu'on se connaissait depuis la naissance, ben tu sais, j'avais pas beaucoup d'amis dans la classe. Moi, j'allais au conservatoire de violon et puis je devais prendre plusieurs cours par semaine. Alors, j'avais des cours de théorie musicale, j'avais des cours de violon avec mon professeur et c'était sur l'heure du dîner. Alors moi, ça arrivait souvent que j'avais un chauffeur de taxi qui venait me chercher à l'école le midi. J'allais prendre mon cours de violon au conservatoire au centre-ville de Trois-Rivières. Après ça, je revenais en taxi. Des fois, j'arrivais un petit peu en retard de l'école. Quand j'avais, mettons, comme un récital ou quoi que ce soit, tu sais, j'avais le droit, moi, d'avoir moins de devoirs puis tout. Bon, tu comprends? Aujourd'hui, je me dis, tu sais, c'est vrai, la petite a fait chier, là, tu sais, la petite a fait chier. Bon, OK, c'est comme ça. Mais moi, ça m'a pas vraiment affecté parce que la fin de semaine, j'allais à la ferme, j'avais mes amis. Moi, c'est correct, tu sais, je pratiquais le violon, puis j'étais bonne et je suis contente de ça aujourd'hui. Premièrement, je sais lire très bien la musique. Deuxièmement, la musique fait vraiment partie de ma vie. La musique m'a appris la discipline. Tu ne peux pas apprendre une mélodie, tu ne peux pas bien sortir un son de violon si tu n'es pas 100% présent dans ce que tu fais. Développer l'automatisme des yeux avec des doigts, développer la fluidité, développer l'intensité que tu mets dans la musique, c'est quelque chose qui se développe sur du concret à long terme dans le quotidien. Tu vois, je vais te revenir souvent là-dessus, moi, il fallait que je pratique mon violon à tous les jours. Puis j'avais un objectif, puis à la fin de la semaine, j'y arrivais. Oublie l'histoire, puis regarde le comportement. Pour ce qui est du violon, j'ai lâché ça quand je suis arrivée au secondaire. Parce que, tu sais, c'est là aussi que le prochain balado va commencer, c'est à l'arrivée du secondaire. Il faut que je te dise 2 choses en terminant. La première chose, c'est que la spiritualité, pour moi, ça fait partie de ma vie. Et du plus loin que je cherche aujourd'hui, c'est sûr que si je regarde des comportements que mes parents avaient à l'époque, c'était des comportements fraternels qui sont d'origine spirituelle, d'accord? Mais la spiritualité concrète, c'est la mère d'une de mes amies qui restait sur le coin dans une rue près de chez moi. C'est la mère d'Annie Béliveau. Et je la nomme parce que je lui ai écrit en lui disant une fois que ça venait de sa mère, ma spiritualité, quand j'ai pris conscience de ça. Elle, là, sa mère, là, premièrement, écoute, elle s'occupait des personnes âgées dans un foyer, puis moi, je l'accompagnais toujours quand elle allait là, et puis on récitait des chapelets tout le long en montant. Moi, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je disais, mais j'aimais ça. Alors, on avait des petits chapelets dans les mains, puis elle nous faisait réciter des chapelets. Puis quand on arrivait dans la résidence de personnes âgées, on faisait des prières. Puis un coup que les prières étaient faites, Annie et moi, on pouvait aller jouer, puis on avait du plaisir, puis on se redonnait rendez-vous après. Mais la mère d'Annie Béliveau, elle avait toujours un contact avec quelque chose de religieux. Et là, pour cette cause-là, tu sais, c'est catholique. Elle était catholique, alors bon, c'est comme ça. Il y avait une église catholique à côté de mon école. J'ai commencé à servir la messe. J'adorais ça. On finissait l'école à 3h et je me rappelle pas, en tout cas, mais je finissais l'école, je traversais la rue, j'allais servir la messe de 4h, la petite messe, puis après ça, je courais pour m'en aller chez nous, ou je pédalais, puis j'arrivais chez moi, puis là, je faisais mes devoirs, mon violon, puis tout ça, mais bon, l'idée de me retrouver dans une chapelle, l'idée de, même les chapelets, quand on les répétait continuellement, l'idée de s'arrêter pour faire un rituel religieux, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. C'est quelque chose à laquelle je remercie cette dame-là parce que elle a rendu ça agréable pour moi. C'était le fun. Moi, j'aimais ça. Et puis, quand j'ai grandi, tu sais, c'est sûr que j'ai fait un détour de ça, mais
c'était là, en dedans de moi. L'idée que quand on prend un break puis qu'on se concentre, cette dame-là nous disait qu'on développait comme une connexion qui valait la peine. Puis j'étais tout petite, tu sais. Alors, c'est ça. L'autre chose que je veux faire, que je veux dire en terminant, c'est, je t'ai parlé de la honte, hein? Je t'ai dit la honte, je t'ai dit. Mais tu remarqueras aussi que je t'en ai pas parlé. Tu remarqueras que pendant tout le long du balado que tu viens d'écouter, je t'ai que dit des choses positives. Et tu sais pourquoi j'adore ça? J'adore ça parce que regarde comment ça l'a bien sorti. Je t'ai dit, hein, je voulais pas peser sur pause, puis que moi, là, présentement, je suis dans mon salon, je suis debout. Il y a mon chien qui me regarde, j'ai mes plantes, je regarde dehors, je trouve ça beau. Puis tu vois, je suis dans une belle énergie, je suis dans une énergie de partage. Qu'est-ce que ça aurait donné si je t'avais dit toutes les choses? Bon. Par contre, la réalité, c'est que oui, à cette époque-là, là, quand j'étais jeune, là, j'étais morte de honte de mes parents. J'étais morte de honte de mon père puis de ma mère. Morte de honte. Pourquoi? Bon, regarde mon père là, puis ma mère dans leur maison, là, avant d'avoir la clinique vétérinaire, tu sais, il y avait une porte de garage. Sur la porte de garage, ma mère, elle avait peinturé 2 marguerites, hein, 2 grosses marguerites. Ça, c'est un exemple. Ma mère, je t'ai dit, son look, elle était belle, elle était droite. J'ai souvent été gênée de ma mère, puis c'est une stupidité. Puis tu sais pourquoi je vais te le dire là, puis attends, je vais te le chuchoter parce que je suis quasiment gênée. Ma mère, là, elle mettait pas de brassière. Elle, je t'ai dit, c'était des peace and love, là. Moi, ma mère, là, une brassière, là, parle-y, même pas de ça. Elle est morte, là, elle n'en voulait même pas, OK? Ça, elle a jamais aimé ça. Elle avait des beaux seins, ils se tenaient, elle le savait, mais, tu sais, ça donne ce que ça donne. Elle avait des gros mamelons. Puis elle se tenait le dos droit. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, comme enfant, quand ma mère, elle arrivait à quelque part, je le sentais que les gens, les hommes, je le sentais qu'il y avait quelque chose de différent, tu sais. Puis, plus loin, là, je te ferai un rapport avec ça, malheureusement, avec mes enfants, que mes enfants aussi, ils ont souffert un peu de mon apparence puis de mon parcours de vie. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était comme ça. Mais tu sais, moi, j'étais morte de honte de ma mère. Puis mon père, tu sais, mon père, là, premièrement, là, il avait des Volvo. Lui, il a toujours eu des Volvo. Puis il a évolué avec les Volvo. Mais tu sais, imagine les Volvo, la boîte la plus carrée, là, vert forêt. Puis, tu sais, mon père, il a les cheveux longs. C'est des bohèmes. Tu sais, c'est moins honte de mon père. Mon père, là, quand il a trippé sa musique, là, il aurait aimé ça avoir le talent que j'ai. Parce que moi, je touchais à un instrument puis j'étais capable d'en jouer. Aujourd'hui, là, je suis capable de jouer de la flûte traversière, je joue du piano, j'ai le rythme, puis tu sais, je suis capable de me débrouiller. J'ai une facilité à jouer à l'oreille un instrument de musique. Mon père, non. Mon père a essayé de jouer de la clarinette pendant, je me souviens même, écoute, j'ai pas de souvenir qu'il a pas essayé de jouer de la clarinette. Et puis, il jouait ça dehors, en avant de chez nous. On avait comme un portique, en tout cas, tu sais, c'était une cage de résonance incroyable. Je veux dire, tu sais, nous autres, on jouait au parc, là. Moi, je jouais au parc, là. Puis quand mon père se mettait à faire de la clarinette, je l'entendais jusque-là, tu sais. Fait que, bon, ça, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant que je sais tout ça, est-ce que ça l'a affecté mon enfance? Est-ce que ça l'a handicapé mon enfance? Non. Mais il y a certains points, par exemple, qui ont fait qu'aujourd'hui, il faut que je réalise certaines choses dans ma vie à moi pour casser le moule de certaines choses. Tu sais, je te donne un exemple. Quand on était jeune, on n'avait pas le droit de s'habiller avec aucun vêtement de marque. Il fallait qu'on s'habille avec des vêtements qui étaient faits au Canada et qui n'affichaient pas de marque. Parce que mon père et ma mère disaient toujours, mes enfants ne sont pas des porteurs de publicité. Alors bon, hey, je peux-tu te dire qu'aujourd'hui, là, quand je m'achète un sac à main de marque ou que je vais m'acheter une voiture de marque, je suis contente puis je l'apprécie et j'ai le droit de l'avoir si j'ai la possibilité de le faire sans nuire à rien d'autre. Tu comprends? Je dois pas rien à personne. Mais tu sais, ça, c'est un petit quelque chose aussi qu'il faut que je travaille. Mais bon,
Regarde, ça a été ça, mon enfance. Dans la prochaine émission, je vais te parler de mon adolescence. On va commencer ça à 13 ans. Puis là, tu vas voir qu'est-ce que ça aura donné, le résultat de tout ça. Et puis, regarde, je peux juste peut-être te parler vite pour te donner le goût d'écouter le suivant. Mon premier amour, l'homme de ma vie, je l'ai rencontré sur une piste cyclable à l'âge de 13 ans. Ouais, ce garçon-là, il avait 18 ans. Et puis, comment que ça finit? Là, tu le sauras pour le prochain balado. OK? Alors, je te souhaite une belle fin de journée. Je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir écouté. Je te remercie de me suivre dans mon naturel. Tu sais, c'est ça que j'aime des balados. C'est que tu m'écoutes quand tu as le goût, quand ça te tente, quand tu files pour ça. Et puis, tu prends qu'est-ce que tu as le goût de prendre et t'oublies jamais ce que je te dis toujours, c'est que ACAM essaye de le voir dans les comportements et les comportements, on oublie l'histoire puis on essaye de se trouver un comparatif. J'ai un petit souvenir qui vient de me passer dans la tête. Une fois, j'étais dans un camp de vacances, j'étais toute seule et puis, ça finit le dimanche matin. Tous les parents viennent chercher tout le monde dans le camp. Je vois tout partir, tout le monde. Puis moi, je suis assise sur mes valises, puis j'attends, tu sais. Puis j'attends. Puis finalement, il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là. Il n'y a rien. Imagine-toi. Les moniteurs me ramènent chez nous. Puis, mes parents sont là, tu sais, mais tu sais, ils avaient décidé de pas répondre au téléphone parce que 3 petits points. Et puis, c'est ça. Ils pensaient que c'était la semaine d'après que mon camp finissait. OK, je te souhaite une belle fin de journée. Ciao, ciao!